C'est Jean-Alain Capelle, ancien député européen et membre du bureau national du RN qui est avec moi dans ce studio. Bonjour. Bonjour madame. Soyez le bienvenu. Je voudrais revenir avec vous tout d'abord sur ce sondage CSA pour CNews, Europe 1, le JDD. 63% des Français favorables à une suspension de l'immigration légale pendant 3 ans. Ils étaient interrogés à la suite de la proposition du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui propose un moratoire sur l'immigration légale pendant cette durée, pendant ces 3 ans. Écoutez Olivier Delagarde sur Europe 1 ce matin dans sa revue de presse. Il est revenu sur un possible assouplissement de la loi immigration à l'horizon 2027. À partir du 1er janvier prochain, le gouvernement serait assez partant pour qu'on accueille à nouveau à bras ouverts des migrants afin de subvenir aux besoins des métiers dits en tension. Les organisations patronales comme l'U2P qui représentent les artisans sont à fond pour. Le gouvernement ne serait pas contre, mais marche quand même sur des œufs. Quant à Bruno Retailleau, lui, il est vent debout. Comme d'habitude, le gouvernement risque de se coucher devant les injonctions de la gauche. Est-ce que vous voyez là, Jean-Alain Capelle, un paradoxe entre ce que disent les Français sur une proposition qui est plutôt sévère avec un moratoire, un stop à l'immigration pendant 3 ans, et puis parallèlement le gouvernement qui pourrait assouplir les restrictions mises en place dernièrement par Bruno Retailleau avec la loi sur la régularisation dans les métiers en tension qui prend fin donc en fin décembre 2026. On voit bien qu'on est en campagne électorale. Puisque dès qu'on arrive en campagne électorale, tout le monde gonfle les muscles, et puis lorsqu'ils sont aux manes du gouvernement, ils ne font rien. Et c'est pour ça que j'ai un petit rictus concernant la proposition de Gérald Darmanin sur le moratoire que nous proposons. Marine Le Pen, Jordan Bardella depuis déjà de longues années. Une autre étude d'ailleurs aussi sérieuse que la vôtre, mais précise que 73% des Français disent qu'il y a trop d'immigration en France. Gérald Darmanin a eu le record des records en tant que ministre de l'Intérieur. Qu'a-t-il fait? Rien. 500 000 immigrés par an sous son mandat, qui est le mandat d'Emmanuel Macron. 350 000 titres de séjour, 150 000 demandes d'asile. Ça, c'est le bilan de M. Darmanin, qui aujourd'hui nous dit qu'on était trop loin. Mais il est responsable de cela, il est complice de cela, il est coupable de cela. Et je ne parle même pas de l'immigration illégale, parce que c'est lui qui donne un chiffre. Il dit qu'il y a au moins 800 000 clandestins en France. 800 000 clandestins. Donc s'il donne ce chiffre-là, on peut peut-être imaginer qu'il est supérieur dans la réalité. Donc tout ceci m'amuse beaucoup. La réalité, c'est qu'en effet, les Français trouvent qu'il y a trop d'immigration et qu'il faut qu'en effet, il y ait un vrai changement de cap politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas différents types d'immigration? J'allais dire là, il y a d'un côté l'immigration de travail et de l'autre côté, par exemple, le regroupement familial. Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer un peu plus? Par exemple, Gabriel Attal dit, lui, qu'il souhaite mieux encadrer le regroupement familial. Oui, mais depuis très longtemps, on nous dit que l'immigration sert notamment, et souvent une immigration de travail. On l'a entendu de la part d'Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin nous le dire depuis de longues années. On a toujours autant de chômeurs. Donc l'immigration ne sert pas aujourd'hui à combler. Je veux bien évidemment, qu'il y ait des catégories, notamment les étudiants, pour lesquels on puisse bien sûr ouvrir des portes et des passerelles. Ça me paraît assez normal. Les gens viennent ici profiter d'un système, d'un dispositif d'études et rentrent chez eux. Et ça se fait d'ailleurs très souvent des deux sens. Donc c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les Français attendent? C'est que on expulse les clandestins, c'est qu'on expulse les délinquants étrangers, c'est que on cesse avec des pompes aspirantes, notamment le regroupement familial, qu'on cesse d'attirer des vagues migratoires qui sont de plus en plus folles. C'est différent de l'immigration de travail. Même Laurent Nunez le dit, il dit c'est un principe de la réalité. Finalement, si on doit assouplir donc les règles sur les métiers en tension, parce que les syndicats, le patronat expriment le besoin de main-d'œuvre étrangère. Michel Picon, il représente les TPE, les petites entreprises. Il dit en fait, ces régularisations telles qu'elles ont été mises en place, elles ne freinent pas les flux des gens qui entrent, mais elles freinent la capacité à régulariser des gens qu'on est prêt à embaucher. Oui, mais comme je le disais, ça fait quand même des années qu'on entend toujours les mêmes arguments. On parle de métiers en tension dans le bâtiment, on parle de métiers en tension dans la restauration. On a toujours autant d'immigrés. On a de plus en plus d'immigrés, je le dis, 500 000 par an qui rentrent légalement. Et on a toujours les mêmes problèmes de métiers en tension. Donc, c'est pas l'immigration qui va régler nos problèmes économiques, qui va régler nos problèmes d'embauche, qui va régler nos problèmes aujourd'hui de sourcing en termes de personnel. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut stopper l'immigration. Parce que nous n'avons plus les moyens. Quand on a un pays qui a 3 300 milliards de dettes, on n'a plus les moyens aujourd'hui d'assumer. Donc, il faut, demain, couper des
les aides sociales qui aujourd'hui profitent à des étrangers alors qu'ils ne travaillent pas sur le territoire. Je passe notamment à l'AME, qui est l'assurance maladie pour les clandestins. C'est 1,3 milliard. On dit qu'on n'a pas d'argent. Si, on a de l'argent. Mais on le donne malheureusement aux autres avant de le donner aux nôtres. C'est ça qu'il faut changer. C'est tout le logiciel qu'il faut Mais changer. qu'est-ce que vous répondez par exemple à Michel Picon, qui représente les très petites entreprises, qui dit on a besoin de cette main-d'œuvre étrangère? Oui, il a besoin de cette main-d'œuvre étrangère parce que les salaires sont bas et parce qu'ils en profitent. Ben non, il faut revaloriser les salaires. Et c'est une proposition phare que nous avons. Nous voulons proposer aux entreprises de revaloriser les salaires de 10%. En contrepartie d'une suspension des charges patronales. Ça, c'est une idée qui permet peut-être de retrouver donc du personnel, de retrouver des gens qui seront motivés pour aller dans différents secteurs. Il faut revaloriser l'artisanat aussi. Est-ce que c'est l'immigration qui va revaloriser l'artisanat? Non. On a aujourd'hui des tas de branches artisanales qui fonctionnent bien. On a des formateurs, on a des bons cycles de formation, mais aujourd'hui, on a tué ces filières artisanales. Donc, il faut relancer tout ça. Mais il y a tout un logiciel à relancer. Mais arrêtons de dire que l'immigration réglera les problèmes. L'immigration est un problème. Il est un problème financier, c'est un problème aussi pour des raisons d'insécurité. Et donc, il faut aujourd'hui prendre le taureau par les cornes et arrêter de se voiler la face en disant que l'immigration nous sauvera. L'immigration ne nous sauve pas, elle nous noie. Jean-Alain Capelle, je rappelle que vous êtes membre du bureau national du Rassemblement national. J'aimerais vous entendre sur le narcotrafic. Il y a eu ces tirs, ces fusillades, que ce soit à Nice, à Nantes récemment, Grenoble, 10 morts par balle, et souvent des jeunes en plus, depuis le mois de janvier. À Grenoble et dans sa région. Une réunion interministérielle sur le narcotrafic est prévue demain à Matignon. Écoutez Frédéric Pechnard ce matin sur Europe 1 qui tire la sonnette d'alarme sur la croissance préoccupante des réseaux de narcotrafic en France. Nous ne sommes pas encore dans une situation mafieuse qu'on a pu connaître aux États-Unis ou en Italie. Mais on est en train de prendre le chemin. C'est-à-dire que moi j'étais à la brigade des stupéfiants fort longtemps, et tout ce que je vois aujourd'hui, je vous le dis franchement, je l'ai connu. La grande différence, c'est que ça a été multiplié par 50 ou par 100. Et ça génère des profits qui sont tellement importants que vous avez des patrons de branches de narcotrafic qui sont richissimes et donc extrêmement puissants. Et il est là le risque. Le risque, il est au-delà de la délinquance, il est dans la déstabilisation de la République ou de la démocratie, avec des gens qui vont pouvoir, soit par la terreur, soit par l'argent, influer sur des politiques, des magistrats, des policiers. Les mafias remettent en cause notre système démocratique. Jean-Alain Capelle, est-on armé pour faire face à l'ampleur de cette criminalité? On peut s'armer. Je connais bien M. Pechnard, avec qui j'ai siégé. Mais il n'y a plus une ville, vous le disiez, vous en citez quelques-unes, il n'y a plus Grenoble, par exemple, il n'y a plus une ville aujourd'hui qui est épargnée par le narcotrafic et par l'insécurité, parce que ça génère l'insécurité, ça génère de l'inquiétude, ça génère le chaos. Dans mon département, qui est le Loiret, il se passe la même chose, bien sûr, hein, dans les quartiers, dans les banlieues, notamment d'Orléans, ou alors à Fleury-les-Aubrais, qui est une commune de la 5e circonscription. Donc, il faut bien sûr réarmer l'État, il faut restaurer l'autorité de l'État. Et pour cela aussi, il faut faire la chasse, parce que la réunion gouvernementale m'amuse. C'est comme à Marseille, vous savez, il y a eu 5 plans sous Macron, 5 plans à Marseille, qui n'ont toujours pas fonctionné, parce qu'on continue à avoir toujours autant de narcotrafic. Donc il faut changer les choses, il faut faire la chasse. Mais il y a eu cette loi narcotrafic, quand même, qui a fait évoluer notre droit, mais ça, c'est une très bonne chose. Qui a donné plus de moyens d'enquête aux policiers. Oui. J'en attends les résultats. Et faisons la même chose au niveau national. On dit qu'on a 5000 caïds, on dit qu'on a 4000 points de deal. Eh bien, il faut mettre hors état de nuire l'ensemble des maillons de cette chaîne du narcotrafic. Mais pour ça, il faut une véritable volonté politique. Alors les réunions interministérielles, ça m'amuse toujours, et c'est bien. Mais il faut bien en faire quand même. Il faut bien en faire, à condition que ça débouche sur les résultats et sur un véritable plan d'action. Mais Emmanuel Macron est élu depuis 2017. Les chiffres sont glaçants. Les chiffres sont des chiffres de progression à 2 chiffres sur toutes les catégories de l'insécurité, dont le narcotrafic. Donc il n'a rien fait. Jean-Didier Berger, qui est ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, disait mais ce qui se passe et ces fusillades, ces règlements de compte, c'est aussi, j'allais dire en quelque sorte, la rançon du succès. C'est parce que la police va, c'est parce qu'elle démantèle, parce qu'il y avait 4000 points de deal, qu'il y en a maintenant 2700, qu'il y a forcément des guerres aussi entre les gangs et qu'il y a une sorte de fébrilité de la part des narcotrafiquants. Oui, ça c'est une manière de se faire du bien. Vous n'y croyez pas? Écoutez, moi je regarde les chiffres. Hein, mais justement, il y a moins de points de deal. Oui, enfin, la drogue, les trafics de drogue continuent d'évoluer. Et voilà. Et moi, le chiffrage des points de deal, je ne l'ai pas, d'accord. Mais en revanche, on a un problème de réponse pénale également aussi.
On est très attaché à ce qu'on appelle la triple certitude. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre les délinquants, les criminels. Et ça, on peut faire confiance à la police, à condition qu'ils aient les consignes et qu'ils aient les moyens de le faire. Il faut les poursuivre, il faut les sanctionner. Et là, je crois qu'il faut durcir la loi aussi. Nous sommes pour les peines planchées, pour les récidivistes, notamment dans le trafic de drogue. Que les trafiquants de drogue n'aillent pas en prison et ne soient sanctionnés que de sursis, c'est inadmissible, d'accord, parce qu'il y a cette impunité qui règne, et de la même manière qu'il faut traiter le problème des mineurs. Et puis ensuite, il faut que la sanction s'applique. Et là, le bas qui blesse aujourd'hui, c'est l'application des peines. C'est ce que disait Frédéric Pechnard ce matin, en disant mais les policiers arrêtent, les juges condamnent, mais le problème, c'est l'application des peines. C'est par exemple le recouvrement aussi des amendes, pour parler des peines moins dures. Vous constatez aussi. Bien sûr, mais donc il faut, c'est pour ça qu'il faut agrandir le nombre de places de prison. Quand Emmanuel Macron avait promis des milliers de places de prison, qu'on voit qu'aujourd'hui il y en a que 2000 qui ont été construites depuis 2017, c'est un mensonge politique. Et c'est grave, parce que c'est une conséquence aussi. Mais demain, il faut, si vous voulez mettre hors tête de nuire ces trafiquants de drogue, il faut les mettre en prison. Voilà. Mais parce qu'on n'a pas assez cette place en prison, on les libère. Ou à moins que certains juges soient laxistes. Ça, je vous laisse juge de la raison. Mais c'est là le problème que l'on a. Donc il faut changer totalement le logiciel du gouvernement et le logiciel politique. Et il faut avoir la volonté de mener la guerre à ces gens-là. Les mafias, et Frédéric Pechnard le disait dans l'extrait que je vous ai passé de son interview de ce matin sur Europe 1 et CNews, il disait qu'il y a tout un pan aussi économique. Une mafia, c'est aussi beaucoup d'argent. Je crois en 2023, le chiffre d'affaires du marché de la drogue en France, c'était 6,8 milliards d'euros. 2023, hein. Donc on est 3 ans après quasiment. Il y a peut-être aussi des risques de puissance économique, donc de corruption derrière, enfin tout le système mafieux par excellence. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? C'est peut-être même au-delà vous disiez des peines, des arrestations, le nerf de la guerre, il est peut-être là aussi économiquement. Oui, mais vous savez, une drogue remplacera une autre drogue et la corruption existera toujours, donc il faut bien sûr la combattre. Comment on les affaiblit économiquement, ces mafias, ce crime organisé? Mais je trouve la faiblesse qu'a le gouvernement, c'est de ne pas collaborer avec... vous parliez on pourrait parler du Maroc, par exemple. 80% du hashish provient du Maroc. On n'a aucune relation, peut-être que certaines sont méconnues, hein, mais il faut qu'on travaille en collaboration avec les pays d'où proviennent aussi les trafics de drogue. Oui, l'origine de la drogue, mais là j'étais plus par exemple sur les questions du blanchiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, il faut faire la chasse aussi à la corruption, il faut le punir. Il faut punir. Voilà. Il y a des pays où la corruption, je peux vous dire qu'elle est condamnée à perpétuité. Il y en a qui ne sortent pas de prison quand ils ont été corruptibles. La corruption, elle est ici inadmissible. C'est un des maillons de la chaîne de trafic. Mais on parlait tout à l'heure en préambule d'immigration, ça aussi un lien. Combattez l'immigration et vous aurez moins. Je ne dis pas que tous les trafiquants sont étrangers. Mais quand M. Darmanin lui-même d'ailleurs dit que 50% des gens déférés au parquet de Paris et de Marseille sont étrangers. On ne parle pas de gens d'origine étrangère, sont étrangers. Il y a bien un lien entre l'insécurité et l'immigration. Donc combattons l'immigration et nous combattrons aussi parce que beaucoup, on sait bien, beaucoup de caïds sont quand même des étrangers dont on sait de quel pays ils sont issus, et notamment du Maghreb. Eh bien, il faut condamner. Mais frapper au portefeuille les mafias, c'est ce que Roberto Saviano, qui connaît bien les mafias plutôt italiennes, disait, c'était le nerf de la guerre, il est là, il se joue là. Vous avez raison. Mais il y a quelque chose de prévu dans le programme du RN? Bien évidemment, mais c'est sur tous les maillons de la chaîne qu'il faut agir et sortir un peu des discours. Et voilà, mais depuis 2017 tout de même, Emmanuel Macron, parle beaucoup, fait beaucoup de communication. Il sait très bien le faire, mais quels sont les résultats? C'est tout. Moi, je regarde juste les chiffres. On n'a jamais eu autant d'insécurité en France que sous Emmanuel Macron. Jean-Alain Capelle, ancien député européen, membre du bureau national du RN et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. On parlera de la campagne présidentielle qui commence fort. A tout de suite. Il est 14h18. Excellent après-midi. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe. 13h, 15h, Europe 1 Info. Et à 14h20 sur Europe 1, les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent avec vous. Clélie Mathias, c'est votre première invitée. Jean-Alain Capelle, ancien député européen et membre du bureau national du Rassemblement national. Jean-Alain Capelle, avant de parler des derniers sondages, écoutez... sur Europe 1 ce matin, Pascal Praud qui est revenu sur la plainte de Jordan Bardella contre le rapport Soli pour des menaces de mort. Dans un clip du rappeur, le patron du RN se fait rouer de coups. Il y a une perversité de l'espace médiatique, puisque ce monsieur Soli, que personne ne connaît, il fait donc un clip où il met en scène Jordan Bardella, et il l'invite à mourir, et évidemment Jordan Bardella porte plainte, donc il lui fait une publicité. De fait, nous-mêmes nous en parlons, nous lui refaisons une publicité,
Et en même temps, on est obligé de réagir lorsqu'un artiste, entre guillemets, je comprends Jordan Bardella qu'il porte plainte, mais la perversité de l'affaire, c'est que ce monsieur que personne ne connaît, Oui. ce soir, il va dire, mais moi je suis très content, on a parlé de moi. Alors effectivement, on en reparle. C'est tout le paradoxe de la chose. Jean-Alain Lacapelle, c'était important pour Jordan Bardella de ne pas laisser passer, de porter plainte contre ces images qui sont particulièrement violentes. J'ai dit rouées de coups, mais pas seulement. Oui, et puis des phrases choquantes, Oui. parce qu'il y a une phrase, un bon raciste est un raciste blotti dans son cercueil. Donc c'est des appels à la mort. Donc il y a diffamation, il y a insulte, très bien, mais l'appel à la mort, ça ne doit pas... la démocratie, les combats sémantiques peuvent être tolérés, mais là on est dans l'appel à tuer. On est dans l'incitation à la haine. Et personne ne dit rien, parce que à part un ou deux élus que j'ai entendus ce matin, personne ne dit rien. Si ça avait été adressé, ce clip, à un membre de la Macronie, mais Macron s'est sorti de son petit palais, pour crier au scandale. Rien, on ne dit rien. Et si on laisse passer cela, demain, un élu sera tué. Parce qu'ils sont d'ailleurs souvent agressés. Mais j'allais vous poser une question à ce sujet, parce que selon les chiffres là que j'ai, entre le 1er septembre 2025 et le 1er de mars 2026, il y a eu 1347 atteintes aux élus ou aux candidats recensées par le renseignement territorial. C'est évidemment en hausse. Et on est dans une période de campagne en plus, donc on imagine que ça peut s'accélérer encore. Mais on le sent bien, sur les marchés, de temps en temps, il y a des agressivités. Elles doivent être canalisées, elles doivent être condamnées immédiatement, bien sûr. Mais je ferai un parallèle avec les forces de l'ordre. On frappe des forces de l'ordre aujourd'hui. Il y a des tentatives d'assassinat sur les forces de l'ordre. Je vous rappellerai l'affaire de Viry-Châtillon avec ces 3 policiers qui étaient dans une voiture et dont les coupables, puisqu'ils ont été condamnés, à du sursis, sont sortis libres de garde à vue et n'ont jamais mis un pied en prison, alors qu'ils ont essayé de faire brûler avec un cocktail Molotov 3 flics dans une voiture. Mais moi, c'est un truc qui me rend complètement dingue. Je suis pas là pour protéger les élus en disant que les élus ont plus de droits que les autres, certainement pas. Mais en revanche, on respecte l'autorité publique. Et vous êtes passible de mois de prison si vous touchez quelqu'un qui est détenteur de l'autorité publique. Ça, on ne le fait pas. Alors le silence me dérange parce que je trouve que c'est très complice. Oui, et en même temps, là, le risque, c'est de lui faire une publicité à ce rappeur qui était pas très connu avant cela. Mais si vous le laissez faire, il continue. Donc moi, je serais même pour l'attaquer en référé, pour stopper, et pour qu'il ne se fasse pas du business sur son clip vidéo. Parce que je ne comprends pas pourquoi on laisse et on tolérerait que des propos comme ça soient diffusés. Donc il faut être extrêmement sévère, extrêmement ferme. Ce qui m'ennuie aussi, et là j'ai un petit mot pour nos militants, parce qu'ils se font traiter de racistes. Parce qu'aujourd'hui, être patriote, finalement, aimer la France, c'est être raciste. Et ça, on l'a bien compris, il y a toujours cet amalgame qui est fait. Mais écoutez, moi je pense à nos électeurs, je pense à nos militants, à nos cadres qui aujourd'hui aussi se sont fait salir et insulter par le biais de ce rappeur totalement inconnu, comme disait Pascal Praud, qui a cherché à se faire de la pub. Ça a marché, mais c'est pas pour ça qu'on a toléré, il faut le stopper. Donc il y a une plainte. Puisqu'on parle de plainte, Jean-Luc Mélenchon a porté plainte contre Marine Le Pen parce qu'il l'accuse d'avoir manipulé ses propos sur la Nouvelle-France. Alors donc on se souvient, pour quelques éléments de contexte quand même, LFI qui met en avant ce concept de Nouvelle-France, et il a surparlé uniquement du renouvellement générationnel et non pas des origines de ses habitants, pardon. Il y a eu une vidéo qui a été postée par Marine Le Pen sur ses réseaux sociaux. Et il accuse Jean-Luc Mélenchon. Il dit: ce logiciel a découpé 8 fois une de mes déclarations et en a tiré un montage pour me faire dire ce que voulait Marine Le Pen. Il y a une plainte contre elle. Oui, tout à fait. Bon, on verra si la plainte aboutit. Mais elle n'a rien inventé. Bon, a priori, elle l'a piqué, mais la vérité est la vérité qui blesse, dit-on. Mais moi, j'ai bien sûr écouté cette vidéo, qui est d'ailleurs disponible sur le compte de Marine, de manière complète, pour ceux qui le veulent. Et vous verrez bien que ça n'est pas de la manipulation et ça n'est pas du bidouillage. C'est lui qui dit que les Français de souche n'existent plus. C'est lui qui dit que la ruralité n'existe plus. C'est lui qui dit que la France, aujourd'hui, c'est la France des quartiers populaires, des banlieues. Il dit qu'il était mal compris. Voilà, c'est un problème de génération et que la justice, une génération chasse l'autre. La justice arbitrale. Mais enfin, maintenant, soyons pas dupes, on connaît Jean-Luc Mélenchon et son électorat. Son électorat, c'est celui des banlieues. Son électorat, c'est celui de l'immigration. Son électorat, c'est celui de l'islamisme radical, dont on attend toujours qu'il condamne quelquefois les attentats, des agressions. Je vous rappellerai quand même, rappelez-vous aussi de Gaza. Rappelez-vous de l'ambiguïté totale qu'il y a eu avec les députés insoumis. Et cette ambiguïté, on l'a dans tous ses discours. On l'a même quel côté il était. Il n'est pas du côté de la République française. D'ailleurs, dans son programme, il veut dissoudre la Ve République. Donc les choses sont absolument claires. Et quand j'entends
D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui je crois a annoncé hier ou avant-hier qu'il voulait faire un grand meeting d'ouverture, enfin de campagne, devant la mairie à Saint-Denis, devant la mairie de M. Bagallo, lui-même qui appelle le peuple à se soulever si le Rassemblement national gagnait en 2027, je crois qu'on n'est pas du même monde. Et donc je pense que les propos que Marine relate ou offre au public, ce sont des propos qui sont tout à fait adaptés et cohérents par rapport à ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a rien inventé, c'est la réalité et ça le blesse. Jean-Luc Mélenchon qui grimpe dans les sondages, selon le dernier baromètre Odoxa, il prend 4 points à 16%. Écoutez sur BFM TV ce matin Robert Ménard, le maire d'hiver droite de Béziers, qui se dit atterré par le fait que Jean-Luc Mélenchon soit crédité de 16% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Il me semble qu'il n'avait jamais été précédemment aussi haut dans des sondages à un an des présidentielles. Ce peuple est amnésique. Vous voulez que je vous fasse la liste de tout ce qu'on peut lui reprocher? Ce que je crains, c'est que nous qui pensons que tous ces propos sont tellement monstrueux, tellement fous furieux, que ça ne peut que lui desservir, peut-être qu'on se trompe et que ce qu'il dit, rien sur le... Pour vous, c'est une forme de racisme inversé? Ah, mais ils sont obsédés par la race. Mais vous les entendez, ils ne parlent que de ça. Jean-Luc Lacapelle, est-ce que finalement ce duel qui commence à s'instaurer, et on le voit là avec les sondages et les intentions de vote qui montent notamment en faveur de la France insoumise, je rappelle que dans ce même baromètre, Jordan Bardella et lui caracole en tête à 32%, est-ce que ce duel qui s'installe là entre LFI d'un côté et vous, RN de l'autre, est-ce que ça ne vous arrange pas aussi qu'il y ait ce choc, ce clivage entre vous deux? J'ai pour habitude de dire, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc vous savez, le chemin est encore long. On est à 1 an en élection présidentielle. En 2017, Emmanuel Macron avait annoncé, je crois, au mois de novembre, sa candidature. Personne n'avait vu venir quelques mois plus tôt. Et il a été élu président de la République. Malheureusement. Mais c'est tout de même la réalité. Donc les choses, on ne connaît pas encore qui sera sur la grille de départ. Je crois qu'il y aura beaucoup de ralliements. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui font mine d'être candidats, mais croyez-moi que je suis pas sûr qu'il y ait autant de candidats sur la ligne de départ et qu'ils vont tous se rejoindre. D'ailleurs, on l'a vu pendant toutes ces années de gouvernement, ils se rejoignent dans les ministères, ils se rejoignent dans le gouvernement, ils se rejoignent même dans les urnes, puisqu'ils avaient appelé à voter contre l'Assemblée nationale. Mais tous, ce duel, et M. donc, Darmanin a été élu grâce à la France insoumise, contre M. LFI, Wauquiez quand même. également, donc tout ça m'amuse. Maintenant, est-ce qu'il y aura ce duel Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon? Je le pense, peut-être, oui, je le pense. Mais je dis pas qu'il m'arrange. Vous savez, on n'est pas dans les pronostics, on n'est pas dans... Pourquoi? Parce que vous craignez quoi, la résurgence du Front des Républicains? Moi, je crois que c'est fini. Les Français ont été refroidis avec ce Front républicain. Ils sont refroidis parce qu'aujourd'hui, finalement, ceux qui ont appelé à voter contre nous siègent au sein du gouvernement, qui sont tous finalement complices de la situation. Je pense que les gens veulent maintenant tous les dégager. Et donc je pense qu'il y a une vraie volonté du peuple de vouloir une rupture politique. Cette rupture politique, nous sommes les seuls à l'incarner, parce que s'ils veulent réellement une rupture politique avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une rupture, hein, c'est le chaos et c'est la fin du monde. Hein. Merci Jean-Luc Lacapelle. Je rappelle que vous êtes ancien député européen et membre du bureau national du RN. Dans un instant, dans les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, je recevrai Adrien Clouet, député de la France insoumise de Haute-Garonne et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. À tout de suite.